tarde a todos. Eu agradeço especialmente ao setor audiovisual e ao setor de informática do IEL, que está permitindo realizar essa transmissão ao vivo online da conferência da professora Marianne Pavot, da Universidade de Paris 13 e Paris Nord, que é a nossa colega e parceira de pesquisa já faz muito tempo. Essa atividade está sendo organizada pelo Centro de Pesquisa Poemas, do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, e pelo Grupo de Pesquisa Mulheres em Discurso, também do IEL Unicamp. Eu gostaria também de agradecer a parceria com a Universidade Federal de São Carlos, com o professor Roberto Baronas e com a professora Júlia Lourenço, que possibilitaram a vinda da professora Marianne Pavot ao Brasil, da qual a gente está se beneficiando hoje. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra à professora Pavot, que vai fazer a sua fala em francês, vai estar acompanhando a fala com um PowerPoint que será disponibilizado para que vocês possam acompanhar. E eu anuncio que no futuro, daqui a algumas semanas, o vídeo estará disponível no canal YouTube do IEL, editado. Tá? Bom, o título da conferência da professora Pavot é A Linguagem Não é Própria ou Única da Humanidade, a Fala dos Animais, é um trabalho também para a linguística. Un petit peu particulière, mais bon, hein, à la guerre comme à la guerre, comme on dit. Donc merci beaucoup de m'accueillir ici à l'Unicamp, qui est un lieu où j'adore venir et où j'espère je reviendrai souvent avec des conditions un petit peu plus agréables. Alors aujourd'hui, donc, je propose de parler du langage animal. Depuis quelques années, j'essaie de faire un travail d'intégration des productions verbales non humaines dans le travail de la linguistique et en particulier dans le travail de l'analyse du discours. Et donc aujourd'hui, je propose d'essayer de montrer comment nous, en tant que linguistes, en tant qu'analyste du discours, on peut prendre en compte les animaux autrement que comme une espèce extérieure et autrement que comme des êtres non humains. Alors, j'ai intitulé cette conférence « Le langage n'est pas le propre de l'humanité », évidemment pour jouer un petit peu avec cette fameuse phrase « Le langage est le propre de l'homme », qui n'est pas simplement une phrase, mais qui est véritablement quasiment une maxime scientifique. Le fait que le langage soit le propre de l'humanité, ça fonde la définition du langage, ça fonde aussi la circonscription disciplinaire de la linguistique. Et cette circonscription, elle est faite à partir des contraintes de la communication humaine. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que dire qu'on fonde la linguistique sur le fait que le langage est le propre de l'homme, c'est fonder une science à partir des paramètres humains et donc écarter d'emblée dans la fondation de la science les autres êtres vivants. Donc, ça veut dire que la linguistique a été fondée dans un cadre anthropocentré. Alors évidemment, certains linguistes vont dire, bah oui, évidemment, puisque la linguistique a été fondée par des humains, mais il y a une différence entre fonder une discipline à partir d'un sujet humain et fonder une discipline qui a comme objet les paroles des sujets humains uniquement. C'est-à-dire que les humains, on peut aussi penser le non-humain et on peut penser l'animal, le végétal, des choses comme ça. Donc, cette définition du langage comme le propre de l'homme, ça sert d'étalon discriminant à toute identification d'une production langagière, et c'est évidemment valable pour le discours. C'est-à-dire que personne n'a jamais envisagé jusqu'à présent le discours comme étant un discours produit par une poule, par exemple, ou bien un cheval, voilà. Donc, ce qui n'est pas considéré comme langage, car non humain, en linguistique, c'est-à-dire le langage des animaux, par exemple, des végétaux ou des pierres ou des objets ou ce que vous voulez, va être reversé dans la sémiotique. La discipline qui s'occupe de la production, de la communication animale, c'est la zoosémiotique, qui est assez ancienne d'ailleurs. La discipline qui est un petit peu plus récente, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, qui s'occupe de la production verbale des plantes,
qui s'occupe du langage des plantes, ça va être la phytosémiotique. Alors moi, ce que je voudrais proposer, c'est de réconcilier, entre guillemets, enfin en tout cas d'articuler sémiotique et linguistique en essayant de montrer que ces deux disciplines ont les mêmes objets et que la linguistique est tout à fait indiquée pour analyser avec ses outils propres, c'est-à-dire ses outils linguistiques, les productions verbales des animaux. Parce qu'il est tout à fait possible de décentrer, cette définition humaine du langage, et donc de redéfinir le langage de manière à intégrer le langage animal, aussi le langage végétal, et les contributions langagières et discursives des choses aussi, des objets. J'en parle pas aujourd'hui, je concentre mon travail sur le langage animal, mais la méthode que je vais utiliser est la même. Alors, je vous propose 6 petits focus sur 6 points. D'abord, préciser le cadre épistémologique. Ensuite, revoir un petit peu les bases de cette doxa de l'humanité du langage, voire quand même faire un effort de réflexivité sur nos propres conceptions et voir pourquoi est-ce qu'on pense que le langage est évidemment humain. C'est une évidence pour nous. Althusser parlait de l'idéologie comme une évidence sans histoire. C'est bien, à mon sens, une posture idéologique que de croire que le langage est le propre de l'homme. Ensuite, essayer de vous présenter certains décentrements et certaines avancées qui, à mon avis, permettent de faire rentrer le langage animal dans les objets de la linguistique. Et ensuite, voir avec vous quelques phénomènes langagiers dans le discours animal, faire une petite extension, une petite exploration du langage des plantes, et puis récapituler ce qui m'intéresse le plus en fait, récapituler le type de questions que ça pose à la linguistique. Cadre épistémologique. Alors, donc, ma proposition est de travailler dans le cadre dans lequel je travaille depuis plusieurs années maintenant, qui est le cadre post-dualiste, c'est-à-dire un cadre qui va remettre en cause des grands dualismes. Évidemment, les grands dualismes qu'il m'intéresse ici de remettre en cause sont les dualismes nature-société et langue-monde. Et pour aboutir à ce que j'appelle une post-linguistique, je ne vais pas développer ça ici, mais c'est le nom que j'ai donné à une linguistique qui ferait un petit peu tomber l'homme de son piédestal et de sa position de surplomb pour le replacer, comme le veut Descola par exemple, et le replacer comme un humain parmi les autres, enfin un être parmi les autres êtres animés et inanimés de la nature. Alors quels sont mes appuis pour ça ? Ce sont des appuis que j'utilise depuis très très longtemps parce que ce sont des appuis que j'ai utilisés pour travailler sur le langage des objets, ensuite sur le langage numérique par exemple. C'est la fameuse théorie de l'externalisme de Clark et Chalmers dans le non moins fameux article The Extended Mind qui est l'article fondateur de l'extériorité de l'esprit. Donc je ne vais pas lire la citation en entier, mais Clark et Chalmers, qui, selon leur critique, défendent une cognition quincaillère, défendent l'idée que l'organisme humain est lié avec des entités externes et que si vous enlevez ces entités externes du cerveau humain, le cerveau humain ne fonctionnera plus. Et donc, l'idée qu'ils défendent, c'est que nous sommes essentiellement des créatures du monde. Alors, c'est une position tout à fait différente de d'autres positions comme par exemple la position de Descola qu'on va voir tout à l'heure, mais c'est une position assez affine avec un deuxième appui qui m'est très cher depuis longtemps, qui est la théorie de la cognition distribuée qu'on trouve chez Hutchins 95, donc dans son fameux article sur le cockpit, intitulé Comment un cockpit se souvient de ses vitesses. Donc c'est un article qui a été traduit en français. Et puis cette théorie-là, elle va aussi avec l'énactivisme de Varela. Je rappelle que l'énactivisme, c'est une théorie latino-américaine qui nous vient, nous, Européens, de chez vous. Donc je ne vais pas insister là-dessus. Ce qui va m'intéresser surtout, c'est ce que dit Hutchins. Donc Hutchins travaille
sur la diffusion de l'information à l'intérieur d'un cockpit d'avion, et il montre que l'information ne circule pas simplement entre le pilote et le copilote, mais circule entre tous les instruments de mesure et entre tous les appareils qui sont présents dans le cockpit. Il explique que la mémoire du cockpit n'est pas faite uniquement de la mémoire du pilote, car une large partie, je lis les passages en gras sur la slide, car une large partie de la fonction mémorielle se tient en dehors de l'individu. Et donc pour Hutchins, le cadre théorique qu'il choisit est un cadre dont l'unité d'analyse est un système fonctionnel et non pas un esprit individuel. Et ça me semble tout à fait intéressant. Moi, mon cadre d'analyse, ce sera le système fonctionnel discursif ou langagier et non pas les propriétés énonciatives à partir d'un sujet, à partir d'un esprit individuel, c'est-à-dire à partir d'un sujet énonciatif. Donc, avec Hutchins, je voudrais travailler au-delà des propriétés collectives des individus, donc en intégrant les propriétés, j'ai dit collectives, les propriétés cognitives, en intégrant les propriétés cognitives ici pour moi, des animaux. Et évidemment, un appui très fort pour moi, alors qui fonctionne surtout sur les plantes, mais qui fonctionne aussi sur les animaux, c'est l'anthropologie symétrique de Bruno Latour, qui est son ouvrage de 91, qui est devenu un immense classique et qui est traduit chez vous. Nous n'avons jamais été modernes, essai d'anthropologie symétrique, est absolument fondateur d'énormément de choses qui se font actuellement, et en tout cas moi, de ma linguistique post-dualiste. Alors on pourrait multiplier les citations, mais on lira simplement celle-ci. Si nous entendons par là cette constitution officielle qui doit distinguer totalement les humains et les non-humains, alors en effet, il ne peut y avoir d'anthropologie du monde moderne. Mais si nous déployons à la fois la constitution et le travail de médiation qui lui donne sens, nous nous apercevons rétrospectivement que nous n'avons jamais été modernes. Donc ce que Latour dit quand il dit nous n'avons jamais été modernes, c'est que nous avons fait l'erreur de séparer la culture de la nature et de séparer les humains et les non-humains. Et ça, pour lui, c'est une position archaïque. La position moderne, pour lui, serait une position scalaire, serait une position où il y a un pôle humain et un pôle non humain et où les deux se rencontrent et circulent de manière souple. Et un autre appui très important pour moi, c'est tout ce qu'on peut regrouper autour de l'anthropologie de la nature à partir de l'anthropologue français Philippe Descola. Et à partir des travaux d'un anthropologue brésilien qui est tout à fait en pointe dans la perspective décoloniale actuelle, qui commence à percer beaucoup en Europe, Viveros de Castro, son article de 98 et son livre de 2009, et également la perspective d'Eduardo Kohn, qui a écrit récemment un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit en France, qu'on a beaucoup utilisé, que ceux d'entre nous qui travaillent sur le langage des plantes ont beaucoup utilisé, Comment pensent les forêts. Alors, je ne vais pas du tout vous expliquer ce que c'est que le perspectivisme, surtout pas ici, parce que vous le connaissez beaucoup mieux que moi, mais en tout cas pour les francophones et les chercheurs francophones, cette perspective est tout à fait bien résumée dans un collectif, dans un article qu'il a écrit pour un collectif qui s'appelle Gilles Deleuze, Une vie philosophique, et son article s'appelle Les pronoms cosmologiques et le perspectivisme amérindien. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Viveros de Castro? Ce qu'il dit, c'est que les animaux sont des gens. C'est que les animaux sont des humains parce que ce qui compte, c'est la perspective. Dans des conditions normales, écrit-il, les humains voient typiquement les humains comme des humains, les animaux comme des animaux et les esprits, s'ils les voient comme des esprits. Or, alors c'est ça qui m'intéresse, les animaux, les prédateurs et les esprits voient les humains comme des animaux, comme des proies, tandis que les animaux qui sont des proies voient les humains comme des esprits ou comme des animaux prédateurs. Et donc, il en conclut un petit peu plus loin que les animaux sont des gens ou se voient comme des personnes.
Et il le prouve, il explique, et ça c'est à mon avis le passage le plus intéressant de son article et un des points les plus intéressants pour nous pour utiliser le perspectivisme. Il explique que les animaux et les esprits se voient comme des humains. Il explique que les animaux et les esprits se perçoivent ou deviennent anthropomorphes quand ils sont dans les maisons et les villages, et qu'ils vont donc appréhender leur comportement et leurs caractéristiques sous une apparence culturelle. Et donc, il donne des exemples. Un animal va percevoir le sang comme de la bière de manioc, les criquets comme du poisson, les chrysalides de mouche comme de la viande grillée, les plumes comme des parures, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que pour Viveros de Castro, une personne, alors évidemment c'est intéressant pour nous parce qu'en analyse du discours, on a la notion de sujet, et qui est quand même extrêmement proche. Une personne, c'est celui qui dispose d'un point de vue sur le monde. Donc pour lui, les animaux et aussi les plantes, parce que la neurobiologie végétale, je vais en parler un petit peu, nous apprend que les plantes ont un point de vue et ont quasiment un système cognitif. Donc une personne, c'est celui ou celle qui dispose d'un point de vue sur le monde. Et comment peut-on définir celui qui a un point de vue sur le monde? Celui qui a un point de vue sur le monde, animal ou humain, et celui qui a une âme. Et donc, en ce sens, le perspectivisme est aussi une forme d'animisme. Et ça me semble vraiment tout à fait important. Alors, dans tout ce que je viens de dire là, on a, et pour prendre en compte le langage animal, on n'a aucun appui linguistique. On n'a rien, et donc il faut tout construire. Le maximum d'extension qu'on peut avoir hors de la sphère délimitée du langage dans les travaux qu'on peut trouver en France, par exemple, et qui ont un écho ici, c'est, alors je donne juste des exemples, français. Après, à vous de voir quels sont les exemples qu'on peut trouver au Brésil, dans le monde anglophone, etc., ou dans le monde éventuellement asiatique. En 84, Boyer et Lafon publient un recueil qu'on a un peu oublié, mais qui me semble tout à fait intéressant et fondamental et qui pourrait être repris, un recueil d'anthropologie linguistique et praxématique. Bon, il y a des gens actuellement en France, je pense à Luca Greco, à James Costa, qui quand même revisitent l'anthropologie linguistique et promeuvent l'anthropologie linguistique. Il y a eu, dans les années 2000, au début des années 2000, le réseau Langage et Travail qui a été mis en place par Borzex, Frankel. Il y a un collectif paru en 2001. Josiane Boutet a beaucoup travaillé dans le réseau Langage et Travail. Et dans ce réseau-là, les chercheurs et les chercheuses prenaient en compte, surtout par exemple dans leurs travaux, dans les usines sur le travail à la chaîne, prenaient en compte le travail des objets et le travail des machines dans les productions verbales des ouvriers. On a aussi, bien sûr, Lorenza Mondada et son interactionnisme multimodal. Et puis, je résume un petit peu, moi, le parcours qui m'a amené au langage animal et au langage végétal. En fait, il y a une douzaine d'années, je suis partie des objets. Ça, vous le verrez dans la bibliographie qu'on mettra à disposition. Je suis partie des objets, travailler sur le langage des objets, les objets discursifs, les objets pragmatiques. Ensuite, je suis passée aux machines, ce qui m'a amenée à travailler sur le numérique et à publier la synthèse récente, l'analyse du discours numérique. Ensuite, à partir de là, et toujours avec la même méthode post-dualiste, post-linguistique, de remise en cause des grands dualismes, j'en suis arrivée à travailler sur le langage des animaux et maintenant un petit peu à commencer à travailler sur le langage des plantes. Voilà. Mais c'est vrai que si on voulait s'appuyer sur des travaux linguistiques, on ne trouverait rien. Et donc, ça pose une vraie question épistémologique. On est linguiste, on a envie de travailler sur un objet qui est réputé ne pas appartenir à la linguistique par le mainstream linguistique et par la doxa linguistique. Ça, on est quelques-uns en France et ailleurs à avoir vécu ça à l'époque où je travaillais sur le langage des militaires.
je me suis entendu dire que je n'avais pas un objet linguistiquement correct. Donc bon, voilà. Mais donc il faut toujours beaucoup d'énergie pour faire rentrer un objet qui n'est pas reconnu par une discipline. Et épistémologiquement, c'est très difficile de le poser, de le définir, de le justifier, de le faire vivre et d'en faire quelque chose qui va ensuite être fécond, c'est-à-dire produire de nouveaux savoirs. Et pour ça, il faut faire un pas de côté. Il faut penser en dehors de la boîte, hein, out of the box, et aller lire ailleurs, aller chercher ailleurs, et se donner, décider qu'on a des disciplines contributives. Donc, je vous ai expliqué quelles étaient les miennes, mais on a chacune les nôtres, et ce travail épistémologique, moi, me paraît tout à fait intéressant à faire. Alors, deuxième point, cette doxa de l'humanité du langage. Donc, cette doxa de l'humanité du langage est quelque chose de très intéressant à mettre en place, enfin à souligner, c'est que quand la linguistique et quand la doxa en sciences humaines dit le langage est le propre de l'homme, c'est appuyé sur une comparaison avec les animaux. C'est-à-dire, le langage est le propre de l'homme et les animaux ne parlent pas. Les plantes ne sont pas du tout envisagées. Hein, c'est-à-dire que ce qui est considéré, le critère pour décider de ce qui est non-humain, c'est l'animal. Hein, notre critère de non-humanité, c'est l'animal. Alors, Van der Zee et Schutzler, en 99, parlent de quelque chose qu'ils appellent plant blindness, hein, c'est-à-dire un aveuglement, une cécité aux plantes, et Vika 97 et Kochia 2016 parlent de zoocentrisme. Hein. Donc, alors pour les plantes, si vous voulez, c'est encore pire que pour les animaux, c'est-à-dire que les animaux ne sont pas considérés comme des êtres parlants, et de toute façon, les plantes ne sont pas considérées comme des êtres tout court, c'est-à-dire que les animaux ont plutôt de la chance par rapport aux plantes. Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors cette doxa, qui est une doxa spéciste, culturelle et philosophique, bien sûr, elle nous vient d'Aristote, elle nous vient de Descartes, et elle ne nous vient pas de Montaigne, qui lui déjà au XVIe siècle était plutôt dans son genre, hein, toute proportion gardée, était plutôt post-dualiste. Hein. Montaigne était quelqu'un qui avait un esprit extrêmement souple et pas du tout binaire. Et donc dans les essais de Montaigne, on a quand même une ouverture tout à fait importante à la non-humanité et en particulier aux animaux. Il faut absolument relire ce que Montaigne dit du miel et des abeilles. Voilà. Alors, la doxa en linguistique, elle nous est donnée par Benveniste. Il y a un article extrêmement célèbre, hein, qui est vraiment un classique de l'histoire de la linguistique. C'est dans les problèmes de linguistique générale, tome 1, un article de 1952, qui est un débat avec von Frisch sur les abeilles. Von Frisch défendant l'idée que la danse des abeilles est un langage, et Benveniste défendant l'idée qu'il y a simplement un système de communication, un système de signaux, et qu'il ne s'agit pas de langage. Donc, les abeilles ont 3 types de langage. Il y a d'abord celle que vous voyez à gauche, qui est une danse en rond. Hein, l'éclaireuse va indiquer un lieu de butinage. Vous avez ensuite une danse en faucille, hein, au milieu. L'éclaireuse va indiquer un itinéraire vers le lieu de butinage. Et puis à droite, vous avez une danse frétillante, hein, où l'abeille, l'éclaireuse, va donner des informations en plus sur la direction, la distance et la richesse de la source de butinage. Voilà. Donc Benveniste Dixit, 1952, les abeilles ne parlent pas, donc terminé. Et aucun linguiste n'ose évidemment se dire que les abeilles parlent, puisque Émile Benveniste himself, tout à fait respectable, déclare que ça ne va pas. Bien. Alors, cette doxa de l'humanité du langage, elle apparaît aussi dans nombre de travaux fondateurs de la linguistique. Alors, j'ai fait une petite
une petite enquête dans les dictionnaires de linguistique ou bien les gros ouvrages de linguistique dont on donne les références aux étudiants en première année. Alors, à mon avis, quelles que soient les cultures, quelles que soient les langues, donc il y a le gros volume dirigé par Frédéric François, qui est mort il y a quelques jours d'ailleurs, hein, qui nous a quittés, par Frédéric François, donc en 1980, pardon, j'ai pas fait défiler ma slide, c'est ça? Non? Alors, il faut que ce soit une slide. Voilà, donc je reprends donc l'ouvrage linguistique donc dirigé par Frédéric François. Donc c'est un ouvrage collectif, ça fait partie des bases de la linguistique chez nous. Ça n'a jamais d'ailleurs été réédité et ça n'a jamais été rééditorialisé. Comme quoi, il y a une sacralité encyclopédique, hein, si on a estimé, si même Frédéric François a estimé qu'il n'avait pas à le refaire. L'expression qui est employée dans ce collectif, c'est le langage humain. C'est-à-dire que le langage humain, c'est un figement. Hein, y a pas de, voilà, c'est une épithète de nature, comme on dirait chez Homère. Donc, le langage est forcément humain. Alors, dans l'histoire des idées linguistiques dirigée par Sylvain Auroux, dans le thème 1, vous regardez l'index, il y a une entrée langage animal qui vous mène à une page sur des Amérindiens, hein, et sur un article de Quexalos, je prononce très mal, excusez-moi, de 1989 sur la linguistique amérindienne. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que le langage animal nous mène vers, Philippe Descola, Viveros de Castro, nous mène vers une exotisation de la linguistique. Donc, voilà. Et par défaut, on comprend bien que l'histoire des idées linguistiques a malgré tout une perspective occidentalo-centrée puisque elle n'est pas capable d'envisager le langage animal autrement que par une espèce d'orientalisme, comme dirait Saïd, mais là déplacé dans le sud global représenté par le Brésil. Alors, le fameux dictionnaire de linguistique et des sciences du langage dirigé par Dubois et collectif qui est multi-traduit ici, etc., a un article animaux, mais travaille la notion d'animalité uniquement pour expliquer la notion de recatégorisation à partir de la spécificité humaine de la pensée. Donc, de toute façon, on retombe sur une spécificité humaine de la pensée. Donc, on a, nous, en tant que linguistes, une doxa disciplinaire, et la doxa disciplinaire fait que les langages non humains sont renvoyés à la sémiotique. Alors, pour quelles raisons, hein, donc là, je récapitule rapidement ce qui est très, très doxique. Hein, je demande à ceux et celles qui connaissent bien ce genre de problématique de m'excuser, ça va être extrêmement scolaire. Donc, à gauche, vous avez tout ce qui concerne l'humain et à droite, le non-humain. Donc, le langage humain est constitué de signes avec une fonction de symbolisation, alors que de l'autre côté, les animaux n'auraient que des signaux, c'est-à-dire pas de combinaison, pas d'unité minimale, pas de double articulation et pas d'invention. Ensuite, les humains seraient capables de dialogue car ils seraient capables d'élaborer des messages, alors que les animaux n'en seraient pas capables, ne seraient capables que de produire de la communication, de la transmission et de l'expression d'état. Troisièmement, le langage humain est capable de création, d'innovation, alors que le langage animal ne ferait que de la répétition, de la réaction et n'aurait que des capacités héréditaires. Et donc du coup, conclusion, parler de langage animal serait anthropocentrique, puisque ce serait attribuer aux animaux une fonction qu'ils n'ont pas et que seuls les humains détiennent. Alors, les chercheurs et chercheuses, alors encore une fois, pas en linguistique, mais plutôt en éthologie et plutôt en biologie animale hein, et en philosophie, je vais donner quelques références après, qui critiquent cette conception doxique, disent quoi? Alors, donnent les arguments suivants. Premièrement, la contestation du langage animal est elle-même anthropocentrée, hein, puisque le langage animal est toujours contesté
par rapport à ces manques, par rapport au langage humain. C'est-à-dire qu'on considère que le langage animal n'est pas un langage parce que c'est pas un langage humain. Donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et donc une espèce d'argument quand même un petit peu circulaire. Deuxième critique, l'exclusion du non-humain est comprise dans la définition même du langage. Donc il y a eu tout un tas d'échecs d'expériences pour prouver l'existence du langage animal qui viennent de la définition humaine du langage et de l'incapacité des animaux à être human-like. Ça, c'est Chloé Mondémé, dont je vais reparler, qui utilise cette expression. À partir du moment où vous définissez le langage comme humain et vous faites des expériences pour savoir si les animaux parlent, évidemment, comme ce ne sont pas des humains, ils ne vont pas avoir une capacité de langage définie comme humaine, et donc du coup, évidemment, vous avez une espèce de pré-élaboration de l'échec de l'expérience. Et ensuite, le langage est typiquement, ça on le sait bien dans les discussions écologiques en particulier, le langage est un lieu, au sens de topos, au sens de lieu d'argument de la différence des espèces. C'est typiquement un argument qui permet de distinguer l'animalité de l'humanité. Et donc, finalement, c'est la définition humaine du langage qui trace les frontières de la linguistique, et tous ces arguments-là, vous les transposez aisément sur le langage des plantes. Alors, troisième point, quels sont les décentrements et les avancées sur lesquelles nous, linguistes, désireux d'éviter de tomber dans ce piège un petit peu circulaire de l'absence de langage chez les animaux. Donc, quels sont les travaux sur lesquels on peut s'appuyer? Alors, il y a beaucoup de travaux sur les langages, pardon pour la faute de frappe, les langages animaux en éthologie, en zoologie, en sciences cognitives et en biosémiotique. Alors, il y a des travaux très très connus comme les époux Prémack. Je vais reparler tout à l'heure du chimpanzé Washoe. Donc, en 84, ils montrent que les chimpanzés détiennent des savoirs et des intentions. Vous avez une très bonne synthèse de Vauclair sur l'intelligence animale, où il y a un chapitre tout à fait intéressant. Vauclair est un éthologue sur l'intelligence animale, et ce qui est intéressant, c'est que l'argument qu'il développe pour prouver qu'il existe une intelligence animale, c'est qu'il existe un langage animal, et pas l'inverse. Donc ça, c'est assez intéressant. On a évidemment, alors je dis évidemment parce qu'il est extrêmement diffusé et vulgarisé, Franz de Waal, 97-2010, il a écrit énormément de choses. C'est un éthologue européen qui est extrêmement connu et extrêmement médiatisé. Vous avez le cognitiviste qui travaille beaucoup sur le langage, mais qui n'est pas vraiment linguiste, de Salles, qui, en 2006, propose quand même l'idée d'un proto-langage animal. Un langage animal, ça peut être un proto-langage animal. Un proto-langage est encore un langage. Et Joël Proust, bien sûr, philosophe cognitiviste, 97-2000, qui propose aussi l'idée d'un proto-langage animal. Et enfin, Tomasello, 2004, qui est un philosophe, un cognitiviste états-unien, qui fait un travail tout à fait intéressant de cognition comparée du chimpanzé et du bébé. Donc pourquoi le bébé? Parce que avant le langage, parce que c'est un être pré-langagier, et il montre que le chimpanzé et le bébé possèdent des représentations mentales et des intentionnalités, et ces résultats-là sont appuyés vraiment sur de très très nombreuses études empiriques dont il n'y a pas du tout à douter. Alors, quelques petites informations quand même sur le langage des plantes, parce que c'est quelque chose que je voudrais bien diffuser un petit peu pour donner aux gens l'envie d'aller regarder un petit peu ce qui se passe chez les plantes. Alors, le langage des plantes est travaillé en neurobiologie végétale. Il y a un domaine qu'on connaît pas du tout, qu'on connaît pas en France, que j'ai découvert moi-même de manière assez récente, qui s'appelle les Plant Studies ou les Critical Plant Studies, qui visent à comprendre les plantes
dans leurs propres termes, c'est-à-dire avec leur propre subjectivité. Alors j'entends d'ici tous les critiques des cultural studies qui se marrent parce que il y a des studies pour tout, hein. Il y a des plant studies, il y a des animal studies, il y a des gender studies. Bon, mais pourquoi pas, quand un domaine se met en place, pourquoi pas lui donner un nom? Alors quelques noms vraiment fondamentaux de très très grands chercheurs qui travaillent depuis très longtemps. Trey Wawas, 2014, il travaille depuis, c'est un vieux monsieur maintenant, il travaille depuis une quarantaine d'années sur ces questions-là. Des gens comme Karban, quelqu'un comme Mancuso qui dirige un laboratoire international de neurobiologie végétale à Florence, qui est le labo où on travaille sur le langage des plantes et en particulier la bioacoustique. Vous avez des gens comme Balushka, comme Kohler, comme Gagliano, qui est une jeune chercheuse australienne qui travaille avec Mancuso et qui, elle, travaille sur les plantes bioacoustics, dont je reparlerai un petit peu si j'ai le temps, et qui a publié récemment une synthèse tout à fait importante qui s'appelle The Language of Plants. Alors, voilà pour les travaux anglophones, donc australiens, italiens, anglais, états-uniens et un petit peu allemands. En France, il n'y a rien. En France, il n'y a personne. Alors, il y a Allais, partiellement, qui travaille sur les forêts, les arbres, en particulier sur la canopée. Et j'ai trouvé un neurobiologiste à Paris 7, qui est quelqu'un d'assez jeune, qui est maître de conférence actuellement, et qui essaie de développer un petit peu le domaine du langage des plantes. Alors, ce domaine-là, en fait, il est en train de se développer par l'intermédiaire d'ouvrages médiatiques et médiatisés. Hein, c'est-à-dire, c'est par la presse, par la télé, par la radio, par l'internet que je pense que le langage des plantes va rentrer chez les scientifiques. Donc, l'ouvrage de Coccia 2016 sur le langage des plantes, un ouvrage aussi de Mancuso et Viola, et le fameux ouvrage de Wolleben 2017 qui a dû être interviewé dans toutes les télévisions d'Europe et du monde sur le langage des arbres, le fait que les arbres dialoguent entre eux. Alors, donc, la prise en compte en linguistique, donc, elle est quasiment nulle. C'est-à-dire, personne, actuellement, il y a quasiment personne, il y a deux ou trois personnes, quasiment personne n'a, en linguistique, écrit des choses sur le langage animal. Alors, il y a un drôle d'article qui m'avait été indiqué par Sophie Moirand, que j'en profite pour remercier, d'un Suisse qui s'appelle Ruby, en 1992, mais qui restait tout à fait lettre morte. C'est un article qui est paru dans la revue Tranel, donc qu'on ne peut plus du tout retrouver en ligne, mais que voilà, dont j'ai un scan, donc je peux tout à fait l'envoyer à ceux et celles qui me le demandent. Quelques aspects de la communication verbale homme-chat. Alors, c'est en 92, donc c'est tout à fait rustique, c'est un petit peu naïf, c'est très, très intéressant comme document d'histoire de la linguistique. Alors, la personne qu'il faut lire là-dessus, c'est Chloé Mondémé. Chloé Mondémé, c'est une jeune chercheuse qui a soutenu sa thèse sous la direction de Lorenza Mandada en 2013, qui a écrit un article dans Langage et Société en 2016 et un article également en 2018. Chloé Mondémé travaille sur la communication interspécifique. Je vais y revenir, c'est-à-dire sur la communication humain-animal. Et puis, Jacques François, donc est un syntacticien, a publié en 2018 un ouvrage de synthèse sur les origines de la linguistique, et il y a un chapitre sur les syntaxes animales. Donc, il s'est beaucoup penché sur la question, et dans un article à paraître, il va parler de la syntaxe modulable de certaines vocalisations animales, hein, en particulier les cétacés et les oiseaux. Les chercheurs et chercheuses qui travaillent sur le langage animal au sens syntaxique du terme, donc ne sont pas linguistes, ils sont en général éthologues, mais quand ils sont linguistes, comme Jacques François, ils travaillent plutôt en phonétique et ils travaillent plutôt sur les vocalisations et en particulier sur la capacité, je vais le montrer tout à l'heure avec les chauves-souris, la capacité d'apprentissage de certaines vocalisations animales selon des contextes sociaux. C'est-à-dire que les chercheurs vont dire qu'il y a un langage animal à partir du moment où il y a un apprentissage social du langage, en fait. Je vais y revenir. Alors, en analyse du discours actuellement,
assez curieusement, parce que comme les animaux sont un petit peu à la mode sur le plan écologique, sur le plan politique, etc., il y a un petit peu un objet animal qui se développe, mais alors qui se développe sur la représentation des animaux ou du langage animal dans le discours humain. Catherine Carbato-Recchioni, par exemple, qui trouve que mon projet est un projet bizarre, c'est le terme qu'elle utilise, elle va travailler sur la manière dont le lexique français va représenter l'animal. Donc, par exemple, elle va travailler sur le verbe piailler, qui est un verbe qui désigne un cri animal, mais qui est un verbe dévalorisant pour désigner une parole humaine. Voilà. Donc, il y a une espèce de lexico-sémantique, mais évidemment à partir de l'humanité, et donc l'idée d'un langage animal en tant que tel n'est pas envisagée. Alors, je passe à mon point 4. Quels sont les phénomènes langagiers que les chercheurs trouvent dans le discours animal? Il y en a de deux types. Les signaux intraspécifiques, c'est-à-dire les animaux se parlent entre eux, et les signaux interspécifiques, c'est-à-dire les humains, les humaines, et les animaux se parlent en dialogue. Alors, les signaux intraspécifiques, il y en a beaucoup. Il y a d'abord des signaux comportementaux, c'est-à-dire des attitudes, des postures, des mouvements, des gestes. C'est le cas, par exemple, du loup. Donc là, vous avez une photographie de hurlement de loup. Donc c'est une... Ah, pardon. Voilà. Ils sont là, mes loups. Vous les voyez, mes loups? Alors, c'est des beaux loups blancs de Sibérie. Donc, vous avez des loups de Sibérie qui hurlent ensemble, et le hurlement de la meute donc contribue à la cohésion de la meute en période de chasse. Et donc, les congénères peuvent ainsi communiquer entre eux à des kilomètres de distance et finir par se retrouver. Vous avez également, alors il y a 1000 exemples, j'ai pris quasiment des exemples au hasard, mais vous avez donc cet oiseau-là qui est un quetzal mâle de la famille des Trogonidés. Et donc là, lui, il a un comportement spécifique avec sa queue, car elle est extrêmement longue. Alors, elle n'est pas très ergonomique pour le vol, mais elle traduit une bonne condition physique générale. Et donc, comme vous le savez, les femelles sont attirées par les mâles forts, et donc elle attire les femelles. Donc voilà, les signaux intraspécifiques sont également des signaux sonores ou vocaux. Ça, je pense que c'est ceux qu'on connaît le mieux. Les cris, les chants, les stridulations, en particulier évidemment ceux des oiseaux, mais ce sont aussi des signaux olfactifs, c'est-à-dire votre chat qui se frotte partout, sur les fauteuils, sur vos jambes, sur des meubles, dépose ses phéromones dans ces endroits-là, et aussi des modifications de l'environnement, c'est-à-dire des procédures de marquage de territoire. Alors là, vous avez un phénomène intéressant qui est le marquage de son territoire par le brocard. Le brocard, c'est un chevreuil mâle qui va fabriquer des marques très visibles que l'on nomme frottis. Donc en France, c'est un exemple occidentalo-centré, puisque le chevreuil est un animal européen. Donc pour ce faire, le chevreuil va choisir de très jeunes arbres à l'écorce encore tendre. Comme vous voyez, là, vous voyez un tronc d'arbre très très fin. Il va lacérer ce tronc avec les bois de sa tête, qui sont des espèces de râpes en os. Donc, il va choisir des arbres de 1,50 m à peu près, qui vont être quasiment mis à nu sur plus de 20 à 30 cm de hauteur. Là, vous le voyez très bien. Et donc, c'est un marquage de territoire du chevreuil. Autre exemple, le marquage du territoire du renard. Alors, comment fait le renard? Alors, le renard est un peu un expert dans la doxa française. Le renard est le symbole de la ruse, donc c'est pas pour rien. Alors, le renard pratique l'art de déposer ses excréments à bon escient en choisissant à la fois la localisation et la bonne quantité à déposer. Donc, le plus souvent, la crotte de renard va se mettre sur le plateau d'une souche surélevée. Alors là, on voit bien la souche. On voit moins bien la crotte, mais je vous assure, il y a une crotte de renard sur la souche, mais pas forcément pour des raisons de visibilité, mais en fait pour optimiser la diffusion de l'odeur par le vent au-dessus de la litière forestière. C'est-à-dire qu'il met sa crotte en hauteur pour que le vent emporte cette odeur. Voilà.
Alors, donc, je donne un exemple un petit peu détaillé qui est très en vogue en ce moment chez les éthologues, c'est l'apprentissage social des vocalisations chez les chauves-souris. Alors, c'est la découverte d'une équipe israélienne qui est constituée de 4 chercheurs. Donc, il y a un article de Pratt, Taub et Yovel en 2016 et un article de Pratt, Azoulay d'Or et Yovel en 2017 sur des chauves-souris égyptiennes. Alors, ils arrivent à prouver à prouver la thèse biolinguistique de l'apprentissage de la vocalisation héréditaire chez les animaux. Cet apprentissage de la vocalisation passe par le groupe, et donc le groupe, c'est une spécificité humaine. Donc, ils ont réussi à prouver que les jeunes chauves-souris vont imiter des variations du dialecte de leur groupe et donc vont ne pas se contenter justement de l'hérédité, vont ne pas se contenter de ce que leur transmettent de manière tout à fait biogénétique leur mère, mais au contraire vont modifier cette transmission génétique exactement comme des humains par des influences de l'espace social, des conditions sociales dans lesquelles ils évoluent. Donc, il y a beaucoup de travaux sur l'apprentissage social du langage chez les animaux, donc les chauves-souris, mais aussi beaucoup chez les mammifères marins. Les chauves-souris et les mammifères marins, ce sont les types d'animaux où les recherches sont le plus en pointe. Alors, il faut absolument citer les travaux de Janik sur les cétacés. Janik, c'est un chercheur européen. Donc là, il y a 2 articles, Satter, 2000 et Janik 2014, qui travaillent sur les cétacés, mais il y a aussi des travaux d'autres chercheurs sur les phoques, sur les morses et sur les marmousets qui sont des petits singes. Donc là, je vous ai mis des jeunes chauves-souris qui apprennent des types de vocalisation, des modulations de vocalisation qui sont des modulations sociales. Donc ça veut dire qu'il y a une sociolinguistique animale. Ça, c'était les interactions intraspécifiques. Alors, les interactions interspécifiques, on les analyse comment? Alors, Chloé Mondémé les analyse en étudiant la communication quotidienne humaine avec des animaux domestiques. Elle va analyser en particulier des interactions thérapeutiques entre des humains et des animaux de soins. Donc, par exemple, des chiens d'aveugles, d'accord, des animaux de compagnie, des autistes aussi. Là, je suis où? Alors, il faudrait que je sois sur 4 interactions interspécifiques. Donc, interaction interspécifique, donc interaction thérapeutique. Alors, elle travaille aussi sur les interactions professionnelles. Elle a fait des enquêtes dans les compagnies cynophiles, c'est-à-dire les compagnies de gendarmes et de policiers qui travaillent avec des chiens. Elle a fait des enquêtes dans la police montée, c'est-à-dire la police à cheval, et la garde républicaine en France, qui est une garde à cheval. Et donc, elle travaille sur les apprentissages langagiers par les animaux. Alors, les exemples qu'elle va donner, donc que vous retrouvez dans son article de 2018, qui est tout à fait accessible dans la revue Langage et Société, ça va être donc la question de la discipline. Donc, elle va travailler sur la question de la discipline. Et donc, elle va partir de l'écologie comportementale ou de l'éthologie scientifique. Et elle va dire, voilà, nous, en tant que linguistes, on doit intégrer l'écologie comportementale ou l'éthologie scientifique dans la linguistique. Donc, elle propose une approche linguistique neuve qui n'est pas le vieux, c'est pas un critique de ma part, mais le vieux programme de la zoosémiotique structuraliste. Elle veut absolument le dépasser. Alors, ces données sont les suivantes. Elle a mis en place 4 corpus. Donc, un corpus de non-voyants et de chiens guides, un corpus d'éducateurs canins et de chiots, un corpus de propriétaires et de chiens dans un contexte d'éducation, et puis un corpus de propriétaires et de leurs chiens dans un contexte ordinaire. Donc, je passe. 3 formats conversationnels, c'est ça? Alors, donc, l'exemple qu'elle va... Donc, je poursuis
le détail sur l'exemple des pratiques communicatives telles qu'elles sont étudiées par Chloé Mondémé. Le résultat de sa thèse, c'est de proposer 3 formats conversationnels. Elle va proposer donc pour ce qui concerne les chiens domestiques et leurs maîtres dans des interactions ordinaires. Elle va isoler ce qu'elle appelle un pet directed talk ou bien un baby talk ou talk to dogs. Donc elle va s'inspirer de travaux anglophones pour travailler sur ces catégories. Donc le baby talk, on sait très bien ce que c'est, les parents ou les adultes qui discutent avec les bébés. Donc de la même manière, on va adopter certaines formes, certaines intonations pour parler avec nos animaux domestiques. Elle isole aussi ce qu'elle appelle la ventriloquie, avec une fonction sociale dans la constitution d'une famille, c'est-à-dire que la ventriloquie, on va faire parler le chien. Dans la famille, on va dire tu vois bien, là le chien te dit qu'il a faim, là il voit bien le chien là te dit qu'il n'a pas du tout envie que tu joues avec lui, laisse-le dormir, il a sommeil, etc. Donc ça c'est très très intéressant et de manière un petit peu corrélée. Elle va isoler ce qu'elle appelle le morphisme, c'est-à-dire les humains qui vont imiter les modalités langagières prêtées à l'animal par des grognements, des claquements de dents, etc. Donc je vais parler à mon chat en parlant chat, tu vas parler à ton chien en parlant chien, etc. Donc ça, le résultat de sa thèse, ce sont ces formats-là. Alors, je passe un petit peu vite pour arriver à mon dernier et à mon 6e et dernier point. Faire quelques petites allusions sur les phénomènes langagiers dans le discours végétal. Alors, comme dans le discours animal où on a des interactions interspécifiques et intraspécifiques, dans la communication végétale, il y a une communication végétale externe entre les plantes et les animaux et une communication végétale interne de plante à plante. Alors, la synthèse actuellement la plus complète des phénomènes langagiers dans le discours végétal, c'est la synthèse de Mancuso et Viola, qui montre que les plantes sont bien dotées des 5 sens que nous avons, nous, humains, l'ouïe, le toucher, le goût, la vue, etc. Mais que, contrairement à nous, qui sommes finalement de pauvres êtres humains assez peu dotés sensoriellement parlant, les plantes ont 15 sens supplémentaires. Alors, le sens principal chez la plante, c'est l'odorat, puisque la plante va communiquer par des coves, qui sont des composés organiques volatiles, VOC en anglais. Alors, un chercheur comme Raguso parle de chemical tongue, de langue chimique. Donc, c'est pas rien d'utiliser le terme de tongue. C'est tout à fait volontaire de sa part. Et un chercheur comme Mancuso va, dans ses travaux, encore une fois, ce sont des neurobiologistes ou des biologistes végétaux, ce ne sont pas des linguistes, mais ils choisissent tout à fait consciemment d'utiliser le terme mot, le terme de vocabulaire. Ils parlent des mots des plantes. Ils parlent des coves comme étant le vocabulaire des plantes. Alors, la plante, comme deuxième sens extrêmement important, est dotée d'une ouïe extrêmement fine, puisqu'elle va percevoir les fréquences sonores, mais elle est aussi dotée d'un sens du toucher. Alors, ça paraît un petit peu étonnant, mais Gagliano, dont je vous parlais, qui est cette jeune chercheuse australienne qui travaille en Italie, montre que les racines, pour se déployer, font des tests, c'est-à-dire qu'elles s'avancent comme ça pour voir s'il y a de la place, et si elles tombent sur un caillou ou bien une racine qu'elles ne peuvent pas traverser, elles contournent. Donc il y a quelque chose de l'ordre du toucher, et on a depuis assez longtemps isolé un phénomène qu'on appelle très joliment le phénomène de la timidité des cimes, qui est ce phénomène-là, où on a montré, les chercheurs qui travaillent sur les arbres, sur les forêts et sur la canopée, ont montré, alors c'est un phénomène qui n'est pas du tout expliqué pour le moment, que certains arbres poussent en évitant très soigneusement de se toucher. Donc il y a énormément d'expériences et de travaux sur la timidité des cimes. Outre l'ouïe et le toucher, les plantes communiquent par signaux électriques et également par signaux hydrauliques.
Alors, les phénomènes langagiers dans le discours végétal, je donne quelques exemples. Alors, un exemple concernant les tomates et les chenilles, par exemple. Quand un plant de tomates est attaqué par des chenilles, les tomates vont émettre un composé organique volatile qui s'appelle le jasmonate de méthyle, qui est un message de stress qui est émis par la plante, qui va leur permettre d'écarter les chenilles. Deuxième exemple, le maïs et les nématodes. Les plants de maïs, les maïs sont des plantes qui sont attaquées par la Diabrotica virgifera. Donc j'ai l'air de très bien connaître cette voilà, mais je lis comme vous sur la slide le mot latin dont je n'ai strictement aucune idée. Alors la Diabrotica virgifera, c'est la chrysomèle des racines du maïs. Donc c'est un insecte en fait qui va déposer ses larves dans les racines du maïs. Et alors il se trouve que les chercheurs qui travaillent sur le maïs travaillent sur les anciennes variétés de maïs et les nouvelles variétés, et aussi évidemment le maïs transgénique. Et il se trouve que les anciennes variétés de maïs sont protégées de la Diabrotica virgifera car elles sécrètent de la cariophyline pour appeler à l'aide certaines nématodes qui vont manger les larves. Donc il y a une vraie communication, c'est-à-dire que le maïs attaqué par le chrysomèle des racines du maïs va appeler ses copines au secours pour lui demander de le défendre. Donc voilà. Alors il y a plein d'exemples. Il y a un exemple très connu et assez joli des acacias et des girafes. L'acacia, donc, est un arbre que la girafe adore, va augmenter sa teneur en tanin pour éloigner les girafes, mais va aussi sécréter de l'éthylène pour prévenir les autres acacias. C'est-à-dire que dans un rayon de 6 mètres, un arbre peut prévenir un autre arbre que les girafes arrivent. Vous allez avoir aussi des signaux électriques et hydrauliques qui sont envoyés par les racines d'un arbre pour informer ses feuilles d'un manque d'eau. Et vous allez aussi avoir des fréquences sonores. Ça, c'est la bioacoustique végétale que travaille beaucoup Gagliano. Donc, elle est en train de travailler, c'est un travail in progress, elle est en train de travailler sur le cliquetis des racines. Elle propose clicking, donc en français on propose cliquetis. Elle a remarqué que les racines émettaient des cliquetis. Elle pense que ces cliquetis ne sont pas au hasard. Elle pense qu'il y a une règle, qu'il y a une récurrence sémiotique des cliquetis. Donc, elle explique que le silence des plantes n'est pas du tout une raison pour ne pas écouter ce qu'elles disent, parce que les plantes parlent. Et quand une acousticienne vous dit que les plantes parlent, je trouve qu'il faut écouter l'acousticienne qui écoute les plantes. Donc voilà les girafes et les acacias. Alors, j'arrive à la conclusion de cette conférence et pour questions posées à la linguistique. Pour récapituler un petit peu ce qui me semble le plus intéressant dans cette hypothèse du langage des animaux et des plantes, si vous voulez, défendre l'idée que les animaux parlent et que les plantes parlent pour dire que les animaux parlent et les plantes parlent, ça me semble intéressant et passionnant, mais ça me semble assez limité comme objectif linguistique et épistémologique. Prendre le discours animal et le discours végétal pour poser des questions à la linguistique, là, évidemment, je trouve que c'est plus intéressant. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse dans la pratique de ma discipline. Donc, alors, question épistémologique et théorique. Tout d'abord, il faut partir de la situation de la linguistique dans les sciences. Si vous estimez que la linguistique est uniquement une science sociale, vous n'avez pas grand-chose à dire, effectivement, sur le langage des plantes, par exemple. Mais si vous estimez que la linguistique va vers la science de la nature, et comme moi, ce que je propose, que la linguistique serait une science sociale de la nature, quelqu'un comme James Costa aussi propose ça actuellement, alors là, ça devient intéressant. Et donc, du coup, la définition du langage, de ses conditions, de ses contraintes biologiques, c'est-à-dire l'appareil phonatoire, l'équipement cognitif et neuronal, etc. La définition aussi de ces contextes de production,
c'est-à-dire les contextes hors de la société humaine, va un petit peu changer et on va pouvoir dire des choses intéressantes dans les deux sens. C'est-à-dire que si on considère que la linguistique est une science sociale de la nature, on va considérer que les productions animales constituent un langage, mais inversement, et c'est ça qui est le plus intéressant, on va considérer du coup que le langage humain ne se réduit pas à sa définition linguistique, même étendue au non-verbal, mais va s'étendre à la production de phéromones, par exemple. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que considérer que les productions animales existent, c'est à la fois ouvrir la linguistique au langage non humain, mais aussi ouvrir le langage non humain à, ouvrir le langage humain à quelque chose d'autre que le langage, c'est-à-dire ouvrir les possibilités que nous linguistes on a de travailler sur notre propre langage à l'examen de nos odeurs, de nos diffusions d'ondes, etc. Hein, ce que ne fait pas la linguistique et très peu la linguistique et très peu la linguistique multimodale. Je connais. Enfin, il faudrait me dire si vous en connaissez, mais moi je connais aucun chercheur qui, quand il fait de la linguistique multimodale, travaille sur les odeurs de ses locuteurs. Hein, mais bon, ça serait intéressant, encore un terrain à observer. Donc du coup, c'est la définition de la matière langagière et donc l'objet de la linguistique qui va être étendu. On va partir du verbal stricto sensu, qui est la définition saussurienne. On va procéder on a procédé en histoire de la linguistique à une première extension, qui est l'extension qu'on connaît bien des linguistes multimodaux, c'est-à-dire l'extension mimo-posturo-gestuelle. Ensuite, on a procédé à une extension 2 que j'ai beaucoup travaillé pour ma part, c'est-à-dire que le langage est un composite plurisémiotique et technique. On va donc on propose ici avec le langage animal d'étendre encore la matière langagière à de la matière animale et donc la matière la plus proche d'un système phonétique humain, c'est-à-dire les vocalisations animales, que ce soit celle des oiseaux ou celle des cétacés par exemple. Et il y a une extension 4 quand même qui s'ouvre, qui serait d'étendre la définition de la matière langagière aux éléments chimiques, aux éléments sonores et aux éléments électriques. Alors, du coup, ça nous amène à la question épistémodisciplinaire de la circonscription de certains domaines de travail comme les interactions. Pour le moment, l'interactionnisme, c'est humain-humain. Hein. Chloé Mondémé, cette jeune chercheuse, propose donc d'intégrer humain-animal. Est-ce qu'un jour, on aura une thèse interactionniste qui rassemblera des corpus de communication animal-plante? Est-ce que la communication homme-machine, qui est beaucoup travaillée par les cognitivistes, les roboticiens, les physiciens, etc., arrivera un jour en linguistique? Certains linguistes se posent un petit peu la question. Alors, ça, c'était des questions théoriques et épistémologiques. Il y a des questions méthodologiques, évidemment, redoutables. Il y a la question de la nature du corpus ou du terrain. Alors, qu'est-ce qu'un corpus ou un terrain pour un linguiste qui travaillerait sur les productions langagières des plantes? Hein, cette question du corpus et du terrain qui est déjà assez redoutable pour le numérique, évidemment, va se poser sur les plantes. Il y aura aussi la question de la présentation, de la représentation des objets dans les travaux en linguistique. On va de la réduction logocentrée à la représentation écologique par des images, des vidéos, des dessins, des récits. Alors le problème est évidemment redoublé si vous optez pour un traitement automatique. Et comment faire un traitement automatique de la timidité des cimes, enfin voilà, ou bien de la diffusion des phéromones par les animaux, comment annoter, comment coder, comment traiter. Et puis ça nous mène à des questions beaucoup plus générales qui concernent les sciences humaines en général, enfin l'ensemble des domaines de la linguistique, mais aussi les sciences humaines, c'est-à-dire la définition du social. Pour la sociolinguistique, l'anthropolinguistique, l'analyse du discours, on se bat déjà entre nous sur la définition du social. Alors vous imaginez si on ajoute les plantes et les animaux, la définition de l'individu aussi. Hein, si Viveros de Castro dit que la personne c'est celui ou celle qui a un point de vue et que celui ou celle qui a un point de vue c'est celui ou celle qui a une âme. Donc voilà, on va réviser la conception de l'individu paradigmatique
qui pourrait intégrer les animaux vertébrés et aussi les lichens que vous trouvez chez Gilbert et Talili 2012 et intégrer l'environnement aux critères pertinents de définition de l'individu. Et puis ça va poser aussi la dimension politique de la recherche, ça va poser la question du rapport des individus et de leur collectif, ça va poser la question de la provincialisation, comme dirait j'ai un trou de mémoire, donc voilà, un chercheur indien qui parle de provincialiser l'Europe. Donc la provincialisation des savoirs, c'est-à-dire la restauration et la valorisation des savoirs non occidentaux. Ça posera la question de l'importance de la pensée décoloniale dans cette nouvelle conception de la dimension politique de la recherche. Et ça posera aussi la question d'une espèce d'intersectionnalité épistémique entre les espèces et les espaces, entre les espèces et les classes, les espèces et les sexes, les espèces et les races. Donc, si vous voulez répondre à ces questions, ça serait le programme possible d'une post-linguistique comme science sociale de la nature. Voilà, je termine cette conférence sur cette proposition qui est tout à fait ouverte et je remercie mon public invisible mais sans doute présent, mon audience diffuse de son attention et de sa patience. Merci beaucoup.